Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission 21h, le grand rendez-vous, votre émission du mardi soir sur Télé Africa qui fait le point sur l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment sur le plan politique. On est le 19 août 2025, on a célébré le dimanche 17 août dernier l'accession du Gabon à la souveraineté internationale dans son acte 65e anniversaire de l'indépendance du Gabon, marquée notamment par une série d'activités présidées par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui cède pour la circonstance et comme il est de tradition, adressé à la nation gabonaise lors d'un discours solennel dans lequel il a fait le point sur l'évolution du Gabon depuis 1960 jusqu'à cette année 2025. Un discours à forte connotation sociale, économique aussi. Et dans ce discours, le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a mis le marqueur sur un fait politique décrit comme étant un levier important qui a permis de pouvoir faire la promotion des cadres par région depuis 1960. La géopolitique pour Brice Clotaire Oligui Nguema, ce mode de gouvernance n'a malheureusement pas apporté les fruits escomptés. Le numéro 1 gabonais prône désormais la promotion de la compétence. On va donc devoir poursuivre notre décryptage de ces discours du chef de l'État gabonais sur ce point relatif donc à la fin de la géopolitique. Deuxième point abordé dans notre émission de ce soir, eh bien, le retour à l'accalmie sur les réseaux sociaux souhaité par le Gabon et le Bénin, au sujet évidemment de ces passes d'armes par les internautes, au sujet de la dénonciation faite par certains du côté du Gabon, certains activistes de l'octroi des étals, des places dans le nouveau marché de Lambaréné, mais surtout de cette décision prise par le gouvernement gabonais, décision relative donc à la mise en relief des mécanismes devant promouvoir la préférence nationale dans le cadre d'un certain nombre d'activités. Et pour évoquer ces deux sujets d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous, Jean-Christian Kombila, journaliste, coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Et je reçois également un acteur politique, Félicien Rodrigue Nvou, militant, acteur politique du Parti démocratique gabonais, le PDG, l'ancien parti au pouvoir. Monsieur Nvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup à tous les deux d'être là pour que nous puissions poursuivre donc ce décryptage du discours à la nation prononcé par le chef de l'État gabonais lors de la célébration le 17 août de la fête de l'indépendance du Gabon. Donc, discours prononcé la veille le 16 août dernier, et dans lequel, évidemment, le chef de l'État a évoqué la fin de la géopolitique. Alors, je vais paraphraser le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. La géopolitique comme mode de gouvernance à laquelle nous avons été nourris n'a pas porté les fruits escomptés. Cela doit prendre fin. Elle sera remplacée par la compétence. Ce nouveau concept indique que la compétence du citoyen primera dorénavant sur ses origines ethno-régionalistes quand viendra l'heure de choisir l'homme ou la femme à la place qu'il faut. J'exhorte l'élite politique et administrative de notre pays à adopter ce concept en le pratiquant pour l'intérêt supérieur de la nation. Jean-Christian Kombila, aujourd'hui, la géopolitique a-t-elle fait... est-ce que cette géopolitique a fait son temps? Est-ce que cette géopolitique a fait son temps? Déjà, il faut dire que le discours du président de la République a effectivement pointé la géopolitique en question. Et lorsque l'on parle de géopolitique dans notre pays, cela renvoie historiquement au partage géo-ethnique du pouvoir. Autrement dit, à la distribution géo-ethnique du pouvoir, n'est-ce pas, au sein des institutions constitutionnelles de notre pays. La géopolitique a été pratiquée
depuis l'avènement de la République gabonaise par les différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'État. Je voudrais parler du président Léon Bal, du président Omar Bongo Ondimba et dans une moindre mesure Ali Bongo Ondimba aussi. Et donc cette géopolitique avait un objectif politique à atteindre, c'est celui de l'équilibre sociopolitique de l'État, c'est celui de la participation de l'ensemble des ethnies de notre pays, autrement dit des groupes ethniques, n'est-ce pas, à l'exercice du pouvoir pour pouvoir s'assurer de la représentativité de l'ensemble des communautés, n'est-ce pas, aux affaires et donner ainsi une assise politique, une assise populaire au pouvoir. Et donc cette géopolitique n'a pas forcément permis de concrétiser l'unité nationale parce que, en effet, l'unité nationale a parfois souffert, n'est-ce pas, des critiques formulées par les populations, n'est-ce pas, aux gouvernants et aux personnalités politiques qui étaient choisies effectivement dans l'objectif d'être représentatives de ces différentes communautés et là au sein de l'appareil d'État. Maintenant, le président de la République, aujourd'hui à l'orée de la 5e République naissante, prononce un discours à la nation où il pointe, n'est-ce pas, la géopolitique et annonce désormais l'option de promouvoir la compétence aux affaires. Mais lorsque le président de la République le dit, il faut se garder d'avoir une lecture restrictive, n'est-ce pas, du discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Notre pays est constitué au bas mot d'une quarantaine d'ethnies. Et donc, lorsque l'on est un dirigeant politique à la tête d'un pays comme le Gabon, à la tête d'une nation constellée d'autant d'ethnies, il faut avoir une certaine flexibilité lorsque l'on dirige les hommes et il faut se garder, n'est-ce pas, de pratiquer une politique qui pourrait exclure certains groupes ethniques de la gestion de l'État. Mais ce qui est de bonne augure, c'est qu'en même temps que le président de la République dit que le temps est venu de promouvoir la compétence, autrement dit la géocompétence, désormais en lieu et place de la géopolitique, le président de la République dit également que sa méthodologie de gouvernance politique s'articule autour de l'inclusivité. Alors, Félicien Rodriguez-Nvoune, président de la République, a été précis et clair dans son discours à la nation du 16 août dernier en parlant de géopolitique. Il a dit qu'il faut mettre fin progressivement à cette politique, à cette géopolitique qui a cours dans notre pays depuis le début des années 60. Jean-Christian Combila a expliqué un peu le contexte dans lequel cette géopolitique a été créée, notamment pour faire la promotion des cadres des différentes régions de notre pays. Le problème, c'est qu'au fur des décennies, on s'est rendu compte malheureusement qu'il y avait une forme de captation de certaines responsabilités dans l'administration publique par des groupes ethno-linguistiques, par exemple, et des fortes colorations ethniques dans la haute administration notamment. Oui, merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur la géopolitique. Non, il faut comprendre que la géopolitique était un cadre de gestion. Nous étions en plein parti unique. Nous étions d'abord dans une forme de multipartisme. Sous Léon Bal, les différents, que vous soyez du Nord, vous pourrez aller travailler au Sud. On a vu Jean Urban être député représentant le Wellington. On a vu être maire de Potos. On a vu Lassi être ici premier maire de la capitale. Après sont venus les régimes à parti unique. Les régimes à parti unique, c'était le monolithisme. Or, la géopolitique a été créée dans un souci de gérer, d'avoir des représentants du pouvoir, et qui, à leur tour, arrivaient à dénicher, et les gens se sont comportés. Vous allez voir l'évolution de la géopolitique. Les gens ont commencé à se comporter. Nous sommes les Bavarama.
dans X zones, il faut qu'un Bavarama soit dans le pouvoir intermédiaire, soit sous-préfet, soit préfet, soit gouverneur, parce qu'il fallait faire sortir les cadres. Nous n'avions pas à l'époque beaucoup de cadres. Et donc, cette géopolitique est devenue au rabais dans la mesure où il suffisait que vous soyez d'une ethnie ou d'un groupe minoritaire qui n'avait pas pignon sur rue dans une localité donnée et que vous vous regroupiez et vous dites à l'autorité politique, nous ne sommes pas représentés. Elle devient au rabais parce qu'il suffirait qu'on représente, on dit quelqu'un, un Bakwele va devenir maintenant ambassadeur, il n'a pas fait relations internationales, il ne s'est pas beaucoup débrouillé dans l'administration, il n'a pas de critères à diplôme égal, mais comme c'est un Bakwele, il faut qu'un Bakwele soit ambassadeur. À partir de ce moment, plus que c'est le mode de gouvernance qu'il était, mais le Bakwele sera nommé en conseil des ministres et va être réellement ambassadeur. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce n'était pas d'abord la participation, parce que le mode de participation n'a pas changé. Ici, nous étions dans une situation où il fallait que les gens de l'arrière-pays soient représentés. Il fallait que chaque groupe se sente représenté au sein du pouvoir. Je pense que c'est cette volonté d'être représenté dans l'appareil étatique, cette volonté d'être représenté au niveau des institutions. Donc la représentation n'est pas la représentation due au fait qu'on va choisir un dirigeant. La représentation ici est le souci des différents clans, des différentes ethnies, à pouvoir exister, à pouvoir dire nous aussi nous existons, nous aussi nous avons droit aux fruits de la richesse nationale. Or, ça crée un déséquilibre parce qu'on ne peut pas contenter toutes les mosaïques de représentation que nous avions en termes ethniques, en termes de clans, parce que gouverner comme ça, si ça a fait son temps, c'était valable lorsqu'on était en régime de parti unique, y compris au niveau du retour au multipartisme à la démocratie, mais ça ne pouvait pas aller très loin. D'où le président dit, il faut arrêter ce mode de gouvernance. Maintenant, il ne suffit pas de dire qu'il faut arrêter ce mode de gouvernance de manière progressive. Maintenant, quel est le modèle que nous choisissons? Quel est le modèle que l'on crée? On dit la compétence. La compétence est un critère bien connu de tous. Or, comment faire changer une société qui s'est formalisée dans une forme de gouvernance pour pouvoir la changer? Je pense que la gouvernance doit d'abord devenir, à mon sens, et pour suivre le discours du président, dans la gouvernance des hommes, donc au niveau de la gestion des hommes, parce que ce sont les hommes qui vont appliquer réellement, que ce soit les critères de compétence, les critères d'équité, les critères de justice, ce sont les hommes. Parce que si vous n'avez pas les hommes pour pouvoir établir ces critères-là, mais vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont été nourris, qui ont été enracinés dans la géopolitique, du jour au lendemain de les changer si vous n'avez pas les hommes. Le président de la République a parlé de le faire de façon progressive, évidemment. Oui, mais il faut les hommes. Oui. Il faut les hommes pour l'accompagner. Jean-Christian Kombila, alors on sait qu'il y a, depuis le 30 août 2023, depuis l'avènement de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon, des mécanismes qui ont été mis en place, notamment par les anciennes équipes gouvernementales dirigées par Raymond Donsima, dans le cadre de la recherche des solutions pouvant apprécier l'évaluation de l'administration gabonaise, des agents publics au niveau de l'administration gabonaise. Aujourd'hui, ces mécanismes semblent être un peu, avoir été mis entre parenthèses. Quand le président de la République parle de faire la promotion de la compétence, ça part d'abord justement par la mise en place d'un cadre qui réunit tous les mécanismes, tous les outils dont l'administration devrait disposer pour pouvoir évaluer, déjà choisir, faire les choix sur les compétences, la compétence. Monsieur Pambo, il faut déjà féliciter, n'est-ce pas, le président de la République d'avoir tenu ce discours qui est en soi, et sur cet aspect précis, un discours historique. Il est un discours historique parce que ce discours-là postule le courage politique, n'est-ce pas, qui est celui du président de la République de refonder la gouvernance politique dans notre pays. Le discours du président de la République questionne, n'est-ce pas,
le processus, pour ne pas dire les processus de recrutement des élites politiques et administratives dans notre pays. Et lorsqu'on parle de géopolitique, donc de partage géoethnique du pouvoir, cela voudrait dire que depuis longtemps, un accent particulier a été mis essentiellement sur le fait ethnique, n'est-ce pas, dans la gestion des parcelles de pouvoir au sein de l'État moderne. Maintenant, ce qu'il faut relever, c'est que le fait ethnique ici est pointé parce que, à cause de ce fait-là, le sentiment républicain n'a pas toujours été, n'est-ce pas, le sentiment le mieux partagé par l'ensemble des agents d'exercice qui ont été appelés aux affaires par les plus hautes autorités de l'État. Et donc on a bien constaté que souvent lorsque des personnalités étaient appelées au sein de l'appareil d'État, singulièrement au sein du gouvernement, d'abord pour ne parler que de cette institution-là, on a déploré parfois ce sentiment d'une république au village, pour reprendre le titre d'un ouvrage qui avait été commis par un compatriote, Alfred Nkiabanda, dans les années 2005, pour ne pas le citer. Dans La République au village, ce compatriote-là pointait, n'est-ce pas, le fait de ne voir les cabinets ministériels être essentiellement constitués, n'est-ce pas, des enfants du même clan, des enfants des mêmes villages. Donc aujourd'hui, lorsque le président de la République critique ouvertement la géopolitique dans notre pays, c'est qu'il invite l'ensemble des acteurs politiques à s'approprier, n'est-ce pas, le nouveau contexte politique aujourd'hui qui voudrait que l'accent soit accordé ici à la compétence, autrement dit, à la diversité, n'est-ce pas, des profils au sein des institutions, au sein des cabinets ministériels, n'est-ce pas, et au sein même des grandes entreprises. Mais il semblerait dans la pratique, puisque vous êtes en train de parler des cabinets ministériels, il semblerait que dans la pratique, évidemment, il y ait des fonctions techniques, mais également des fonctions politiques, et qu'en général, les acteurs politiques, les personnalités politiques, membres du gouvernement, décident très souvent de nommer au poste politique plus ou moins ceux avec qui ils ont des affinités sur le plan ethno-linguistique. En effet, M. Pambo, mais ce qui est questionné ici, c'est à la fois le modus operandi en termes de recrutement des élites dans notre pays. Et le président pointe courageusement le problème, n'est-ce pas, de la gouvernance politique, de la gouvernance des hommes, n'est-ce pas, dans notre pays depuis 1960. Il y a en effet le fait ethnique qui est primordial dans le choix des hommes par les différents dirigeants qui sont appelés à la tête des différents ministères, à la tête des différentes institutions constitutionnelles de notre pays. Mais là aussi, ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a, lorsque l'on observe la nomenclature politico-administrative de notre pays, on observe bien qu'il y a à la fois la classe politique qui est issue de deux processus, à la fois les élections et les postes de nomination. Et autant les populations, n'est-ce pas, élisent librement, n'est-ce pas, leurs représentants au cours des différentes élections, les populations élisent le président de la République sans tenir compte du fait ethnique parce qu'il est le seul élu national de notre pays. Les populations élisent les parlementaires, les populations élisent les élus locaux, mais à côté de ces gens qui sont élus, il y a des Gabonais qui sont nommés.
le président de la République, il nomme son cabinet et il nomme des compatriotes issus d'horizons divers. On l'observe bien au sein du cabinet présidentiel. Maintenant, des ministres sont nommés, eux aussi sont représentatifs de la diversité géo-ethnique de notre pays, mais il revient à ces ministres-là aujourd'hui, n'est-ce pas, de s'approprier la vision présidentielle, qui est celle qui consiste à nommer dorénavant autour, n'est-ce pas, des différents cabinets ministériels et autour des cabinets des différentes institutions, des compatriotes, pas forcément issus de leur village, pas forcément issus de leur tribu, mais issus, n'est-ce pas, de la diversité spatiale et culturelle de notre pays en se fondant, n'est-ce pas, sur les compétences, c'est-à-dire sur la trajectoire intellectuelle, sur la trajectoire professionnelle, sur le vécu professionnel des uns et des autres, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir une administration opérationnelle et républicaine. Félicien Rodrigue, cette réalité doit donc prendre fin de façon progressive. Aujourd'hui, il faut pouvoir donc emmener les populations gabonaises, les personnalités, évidemment, ceux qui sont en responsabilité à pouvoir changer de paradigme. Surtout ceux qui sont en responsabilité, évidemment, ceux qui ont le pouvoir de nomination. Bien sûr, c'est essentiel. Il n'y a que ceux qui sont en responsabilité, ceux qui ont le pouvoir décisionnel, qui doivent pouvoir changer. Ici, il faut voir deux choses. Il ne faut pas voir la participation aux élections. Il faut voir que les gens utilisent le pouvoir politique pour nommer les siens parce que tout simplement, ils se disent « j'ai confiance, c'est un message que j'envoie aux miens ». Lorsque je responsabilise, chargé de mission, chargé d'études, c'est un message envoyé à vos futurs électeurs. Donc ce sont les gens qui dirigent. En règle générale, c'est un membre du gouvernement qui est à la fois député, la pratique qui s'est faite antérieurement, parce qu'il se dit, ce sont les gens-là qui vont travailler sur le terrain, ce sont les gens-là sur lesquels je vais pouvoir compter pour pouvoir aller parler. Ce sont eux qui font le relais entre le plus grand nombre et moi qui suis ministre, qui suis membre du gouvernement. C'est lui qui me ramène les informations du village, du quartier, etc. Oui, ça a été une pratique. Bon, maintenant, même chez les Blancs, il y a une forme de géopolitique. Il y a une forme de géopolitique, et je vais employer le terme de mon frère pour la gestion géospatiale. De tout temps, je vois en France, un peu partout, il y a toujours des ministres des différentes régions. En France, lui qui était en France, il a toujours dans le gouvernement, il y a toujours les Flamands, il y a toujours les gens qui sortent des Bourges, il y a toujours des gens, on prend toujours des gens un peu partout. Or, c'est la plus grande démocratie. Ils auraient pu dire, bon, à diplôme égal, on prend rien que des technocrates. Mais ils tiennent quand même compte des régions que viennent ces membres du gouvernement. Donc, ramener à notre base niveau, c'est la même chose. C'est-à-dire que le président lance un chantier. Moi, je pense ça comme l'un des plus grands chantiers de la Ve République parce que ça va amener le changement de paradigme, le changement de mentalité que nous voulons tous. Parce que si on ne fait pas ce changement, mais Brice Clotaire Oligui pourra rester 2 mandats. Mais à la fin des comptes, il n'aura rien fait parce que nous risquons d'être restés ancrés dans nos habitudes et dans nos comportements avec les effets de la géopolitique. Mais ce qui est constaté, évidemment, c'est que à l'observation, depuis le 30 août 2023, quand on scrute de façon très attentive, méticuleuse, les différents communiqués, le communiqué final du Conseil des ministres, notamment dans le chapitre des nominations, on voit bien qu'à ce niveau-là, les choses n'ont véritablement pas du tout évolué. Chaque Conseil des ministres, avec son lot de nominations dans les différents cabinets ministériels, on découvre, bon, cabinet ministériel, c'est même au-delà des cabinets ministériels. La haute administration. Puisque lors du dernier Conseil des ministres, il y a certains médias qui n'ont pas manqué de révéler ce qu'ils ont pu observer dans certains cabinets au niveau des 2 vice-présidences de la République, par exemple. Oui, moi je l'ai relevé. Non, ici, les pesanteurs sont nombreuses. C'est pourquoi je dis que le président aborde un grand chantier. Et j'ai indiqué qu'il faut des hommes. Or, si les gens qui ont été nourris dans la gouvernance de la géopolitique, ce sont ceux qui sont encore aux affaires. Ce sont eux qui, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un tout petit
il connaissait déjà le concept de la géopolitique. Son papa l'a élevé, il a fait des études, il est devenu docteur, professeur, et aujourd'hui lui-même, il comprend les bienfaits de la géopolitique, puisque c'est la géopolitique qui l'a fait grandir. Il n'a pas eu de mesure de concours parce qu'il était d'une certaine région et son père était soit roi Télé, soit il était le collaborateur du roi Télé. Donc à partir de ce moment, il est difficile parce qu'il tire sa puissance de l'héritage. Il n'y a pas que l'héritage financier, l'héritage matériel, mais il y a aussi l'héritage moral, l'héritage psychologique qu'il reçoit depuis son enfance. Donc à partir de ce moment, il est difficile pour ce genre de compatriotes de pouvoir l'appliquer parce qu'il bénéficie en même temps aussi des parents, des tantes, des hauts cadres des administrations qu'il dirige par le truchement du fait qu'il soit le fils d'eux. Donc ça, c'est une réalité profondément ancrée, mais qu'il faut le président des hommes pour essayer de la moduler et faire en sorte que ça puisse changer au fur et à mesure. Jean-Christian Kobila, est-ce que la fin de la géopolitique indiquée, souhaitée par le président de la République, vient également sonner le glas de ce qu'on a appelé le doyenat politique, qui peut être considéré comme une forme de corollaire justement de cette géopolitique qui a vu évidemment éclore ce qu'on a appelé les doyens politiques sur l'ensemble du territoire dans les 9 provinces du Gabon, mettant souvent à mal la collaboration, on va dire, ou réduisant carrément, ou mettant à l'étroit les auxiliaires de l'État, en commençant par les gouverneurs de province, ensuite les préfets et les sous-préfets, depuis 1960, qui avaient du mal à pouvoir pleinement assumer leurs responsabilités en tant que représentants directs du président de la République, notamment pour ce qui est de gouverner, puisque les ministres étaient considérés comme étant les doyens politiques et étaient au-dessus dans les provinces. Monsieur Pambo, lorsque vous évoquez la question de l'existence de ces doyens politiques-là, vous touchez là un point essentiel qui doit s'inscrire dans le continuum du discours du président de la République. La question du recrutement des élites politico-administratives dans notre pays jette une ombre de longue portée sur les liens mobilisables, n'est-ce pas, par les élites politico-administratives pour pouvoir être retenues comme devant figurer aux affaires. Et ces liens mobilisables vont au-delà du fait ethnique, parce que oui, il y a le fait ethnique que l'on voit de façon visible, mais en dessous du lien ethnique, n'est-ce pas, vous comprendrez qu'il y a un certain nombre de liens sociaux qui sont mobilisés par les élites politiques pour pouvoir, n'est-ce pas, être éligibles aux affaires. Et parmi ces liens sociaux, il y a des liens qui sont construits par les uns et les autres sur le banc de l'école, mais pour que ce lien construit par exemple sur les bancs de l'école à côté du fait ethnique puisse être prégnant, il y a sans doute aussi la participation à des entités collectives, n'est-ce pas? Et ce sont ces différents liens sociaux qui viennent donner au fait ethnique, n'est-ce pas, une importance encore plus réelle. Et à côté, au nombre de ces liens sociaux-là aussi, il y a le fait de construire des relations fortes avec les notabilités locales, c'est-à-dire ces doyens politiques-là. Et donc, les rapports entre les élites politiques et l'appartenance, n'est-ce pas, à ces structures collectives, mais aussi les relations construites avec les notables locaux, c'est tout cela, n'est-ce pas, qui figure parmi les liens mobilisables qui ont permis à de nombreux compatriotes, n'est-ce pas, de figurer aux affaires. Donc souvent, on pointe le fait ethnique,
mais il n'est pas toujours déterminant parce que même entre deux ressortissants d'une localité, lorsqu'il s'agit de les inviter aux affaires, il y a d'autres liens qui sont pris en compte, n'est-ce pas? Ces liens sociaux-là, comme singulièrement la relation que les élites ont pu construire avec les notables locaux, ça veut dire, pas, qui sont déterminants. D'accord, ça veut dire de façon claire, Jean-Christian Combela, je vais poser la question à Félicien Rodrigue et vous, ça veut dire qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui ont donc fait de la géopolitique en mettant en place ces mécanismes définis par Jean-Christian Combela, des terres d'expression qui leur étaient favorables en vue de pouvoir faire leur marché entre griffes, évidemment. Je vous vois sourire, Félicien Rodrigue, vous c'était ça? C'est-à-dire se constituer une base politique en permanence en étant le doyen au-dessus et prendre cette base-là comme ressort pour pouvoir faire l'ascension de certains dans l'administration, c'est ça? Oui, c'était ça qui était appliqué par les doyens politiques, parce que le problème des doyens politiques, c'était que Omar ne voulait pas descendre à tout moment sur le terrain. Et donc, il en a créé des doyens, et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le microcosme politique actuel, il n'y en a plus. Les 14 ans d'Ali Bongo a fait en sorte qu'on puisse diluer de beaucoup les doyens politiques. Donc aujourd'hui, le monde est un peu plus compétitif, d'où je salue le grand chantier que veut ouvrir le président, parce que si les doyens politiques, avec quelques rescapés qui restent, mais qui n'ont plus vraiment de force, donc il est important d'apporter un nouveau modèle. Mais ce nouveau modèle ne peut être appliqué parce que c'est d'abord, elle est faite pour les hommes. Il faut au président des hommes qui ont la même vision que lui, qui partagent, enfin qui ne partageaient pas l'effectivité du doyenat politique, puisque moi je l'ai jamais accepté dans ma conception de la politique. Donc j'ai accepté de fait que bon, quelqu'un soit dans le 5e arrondissement, qu'on l'appelle doyen politique, mais dans les faits, M. Yvon n'a jamais accepté le fait du doyenat politique. Donc j'ai accepté qu'on est du même parti, que tu es le membre du bureau politique, mais je n'étais pas d'accord pour qu'il y ait une seule voix qui s'exprime. Or, il faut trouver des cadres, et d'où je suis d'accord avec le président, il faut trouver des cadres où les gens s'expriment, et maintenant, lorsque la collectivité finit de s'exprimer, on peut avoir un représentant qui parle en notre nom. Et c'est comme ça que les démocraties modernes se construisent. D'accord, je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure, Jean-Christian Combela, l'évaluation, la recherche des compétences. Le président dit qu'il faut faire la promotion désormais de la compétence. Alors, les outils, il y a, semble-t-il, des outils qui ont été élaborés par le gouvernement, sans qu'on ne sache actuellement à quel niveau on est justement de l'application de ces mécanismes qui ont été élaborés par le gouvernement par rapport à l'évaluation des agents publics, par rapport à la notation de ces agents, pour pouvoir justement faire la promotion de ces cadres-là, de cette compétence-là. Monsieur Pambo, je ne saurais vous dire à quel niveau on se trouve avec ces méthodologies d'évaluation, n'est-ce pas, dont parlait le Premier ministre Raymond Nsima. Mais comment faire alors la promotion de ces compétences? Mais ce qui est important, c'est vous vous souviendrez que lors du premier Conseil des ministres organisé après l'investiture du président démocratiquement élu, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a décliné une feuille de route, n'est-ce pas, descriptive de sa méthodologie de travail. Et dans cette méthodologie de travail figurent des instructions indiquant ce que devrait être le modus operandi en matière de nomination et de recrutement des élites politico-administratives. Le président de la République a clairement indiqué que dorénavant, la rigueur sera de mise dans le choix des hommes,
n'est-ce pas, qui seront appelés à occuper, n'est-ce pas, les fonctions éminentes au sein de l'appareil d'État. Autrement dit, ces élites qui vont être appelées aux affaires, non seulement elles devront montrer patte blanche en termes de trajectoire intellectuelle et de trajectoire professionnelle, mais en plus, il faudra que ces élites-là, n'est-ce pas, aient fait montre de leur patriotisme, n'est-ce pas, dans l'exercice de leurs précédentes fonctions. Autrement dit, ce ne seront pas forcément des noviciats du pouvoir qui seront appelés aux affaires, mais que le choix sera accordé à des gens d'expérience qui ont un réel vécu, qui ont une réelle emprise sur le terrain, qui sont connus de leurs compatriotes, car encore une fois, n'est-ce pas, cette recherche ou cette priorité accordée aux compétences ne se fera pas au détriment de la représentativité, n'est-ce pas, institutionnelle, de la représentativité politique, car aucun gouvernement, n'est-ce pas, ne peut se priver du soutien populaire, surtout en début de mandat. D'accord. Oh, oui, Félicien Rodriguez. Je voudrais réagir sans langue de bois. Non, le problème, c'est que c'est un sujet sérieux. Il faut qu'on donne des réponses à ceux qui nous regardent. Le problème, la première chose que j'aimerais dire, c'est que il est difficile de changer le mode de gouvernance du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ce sont des Gabonais qui ont pris des habitudes. Et certaines habitudes, regardez depuis 2 ans. Malgré que ça soit un régime militaire, mais que ce soit les membres du gouvernement, les DG, moi si j'aurais été DG de la transition et que je ne respecte pas la nomenclature, or les textes sont clairs, mais comment pouvez-vous juger mon chargé d'études que moi-même j'ai amené alors que vous êtes chef de service, il n'a pas suivi un suivi de carrière. Il n'y a pas un suivi de carrière de celui que j'amène. Comment pouvez-vous le noter alors qu'il dépend de moi, qui suis directeur général, alors qu'il dépend de moi, qui suis membre du gouvernement. Donc, il y a le suivi des carrières. Donc, si on n'arrive pas déjà à suivre la carrière d'un agent, on n'arrive pas à suivre la carrière de celui qui devient un directeur, sous-directeur, directeur général, et pour dire que non, mais celui-là, il peut être maintenant dans l'avancement, il peut prétendre être directeur général. On n'aura rien fait, parce que le problème, c'est que le pouvoir a été conçu de telle sorte que ceux qui exercent l'exécutif exercent réellement tous les pouvoirs, y compris le pouvoir de prendre quelqu'un qui ne respecte pas, parce que tout simplement, il serait docteur, mais il n'a jamais travaillé, il n'a pas d'expérience. Mais comme il est docteur, on va dire qu'il est au-dessus de tous ceux qui sont chefs de service, il est au-dessus. Mais ça, c'est la réalité de notre système. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, appelle donc à opérer une véritable rupture avec ces pratiques anciennes afin de pouvoir faire la promotion de la compétence. Alors, on va évoquer le deuxième point pour terminer notre émission en rapport avec cette actualité relative donc à ce qu'on a pu observer il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, la passe d'armes plus ou moins entre les internautes gabonais et béninois à la suite de ce nouveau communiqué. Le deuxième, le premier avait été donc publié le 14 août dernier par le ministère des Affaires étrangères du Bénin. Et là, il y a un deuxième communiqué donc qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères du Bénin et qui appelle donc, qui se félicite déjà du fait qu'il y ait cette accalmie observée sur les réseaux sociaux et qui appelle donc aux internautes du Gabon et du Bénin qu'ils invitent donc à faire preuve de retenue et de fraternité dans leurs publications. Le gouvernement béninois rappelle par ailleurs que le Bénin et le Gabon entretiennent d'excellents rapports de coopération, que leurs ressortissants respectifs vivant dans l'un et l'autre des pays bénéficient de la bienveillance des autorités nationales et que c'est encore le cas pour les citoyens béninois établis en terre africaine, sœur du Gabon. Jean-Christian Kobela, on a bien vu que le ton de ce deuxième communiqué publié par le gouvernement béninois est aux antipodes du premier et que le gouvernement béninois a pris la mesure de la chose et a compris que leurs ressortissants n'étaient nullement inquiétés au Gabon. Mais déjà, ce que je voudrais noter, non pas pour le déplorer, mais tout de même sur un ton interrogatif, c'est et pourquoi tant d'intérêt de la part du gouvernement
béninois sur ce qui se dit par les réseaux sociaux. Ce que nous savons, c'est que dans notre pays, il y a une tradition d'hospitalité qui est à l'origine de la présence d'une diversité de communautés africaines établies dans notre pays. Il y a dans nos marchés aussi bien les Béninois que les Congolais, les Camerounais, les Maliens, Sénégalais et autres, n'est-ce pas? Et donc, si les autres communautés étrangères, autres que les Béninois, établis sur le territoire national ne s'inquiètent, pourquoi les Béninois s'inquiéteraient-ils davantage ou outre mesure? Et donc je trouve qu'il y a là une certaine frilosité qui a gagné plus ou moins les dirigeants de Cotonou, du moins le ministère des Affaires étrangères. En tout cas, leur service en charge des réseaux sociaux me semble être frileux. Dans tous les cas, on a bien vu qu'au cours des festivités de l'indépendance nationale, à travers notre pays, les communautés étrangères ont pu défiler et parmi ces communautés étrangères, les Béninois. Et donc, tant mieux que les autorités de Cotonou aient pris acte de ce que les Béninois présents au Gabon ne sont nullement inquiétés et que donc il y a eu plus de peur que de mal et qu'aujourd'hui, il faut plutôt mettre la balle à terre et continuer à privilégier, n'est-ce pas, l'entente cordiale entre nos communautés et les inciter à respecter davantage les lois de la République, n'est-ce pas, dans le nouveau contexte économique et politique qui marque l'avènement de la Ve République au Gabon. On considère cela comme étant une forme de tempête dans un verre d'eau. Vous avez fait allusion tout à l'heure justement à la célébration, Jean-Christian Kombila, du 65e anniversaire de l'indépendance du Gabon, au cours duquel on a vu la participation des communautés amies, notamment lors de la parade militaire, la présence également évidemment de ces communautés amies en province. Et là, vous avez donc à l'image la présence, le défilé de la communauté béninoise de Lambaréné, de la ville de Lambaréné, au centre du Gabon. Donc ces Béninois de Lambaréné qui ont tenu à pouvoir participer à la fête de l'indépendance du Gabon, comme il est de tradition établie dans notre pays et en province, le jour de la célébration de la fête de l'indépendance du Gabon, eh bien, les communautés amies qui vivent dans nos différentes provinces, notamment en ce qui concerne les capitales provinciales, participent au défilé. Et là, Félicien Rodrigue, vous avez à l'image donc le passage de la communauté béninoise qui a tenu à affirmer par sa présence tout l'amour que cette communauté porte au Gabon et qui célèbre évidemment le vivre ensemble au quotidien. Bien entendu, non. Ce qu'ils on dit, l'image que nous venons de voir vaut 1000 mots. Donc à partir de cet instant, on peut se dire de quoi a parlé le communiqué, le premier communiqué. Je suis d'accord que, bon, on ne va pas dire calumet de la paix, puisqu'il n'y avait pas d'embrouille. Il y avait que, bon, ils ont mal apprécié, c'est une mauvaise appréciation d'une situation qui s'est posée dans les réseaux sociaux. Ils auraient pu communiquer avec un élément de l'ambassade. À la rigueur, ils auraient pu appeler leur ambassadeur et ils auraient eu la meilleure réponse. Bon, toujours est-il qu'ils sont revenus dans les meilleurs sentiments. Je pense qu'ils ont dû joindre leurs représentants. Ils ont des consulats un peu partout. Donc, ils se sont rendus compte que mais finalement, on a grossi une affaire qui n'aurait pas dû être grossie. Ils sont revenus à des meilleurs sentiments. C'est à saluer. C'est comme ça, quand les gens se trompent, ils ne peuvent pas dire ouvertement qu'ils se sont trompés. Bon, ils mettent un communiqué pour dire que ça fait beau, ça fait diplomatique. Et je pense que pour moi, mon frère Jean-Christian Kombila a dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire. La philosophe l'a dit. Bon, il ne faut pas rien ajouter. Il faut au contraire saluer que ces choses se sont revenues à la normale et que nos frères béninois doivent se sentir comme chez eux, dans une seconde terre d'accueil, en respectant les lois de la République. Et évidemment, en évoquant une fois de plus
le fait qu'il faudrait traiter avec toute la rigueur possible, mais surtout prendre la distance nécessaire lorsqu'il s'agit des informations virales, les informations diffusées sur les réseaux sociaux, s'entourer de toutes les garanties avant de pouvoir évidemment porter ce type de situation sur la place publique, surtout à un niveau aussi élevé dans le cadre de relations qui peuvent ou qui unissent deux pays frères, parce que là, carrément, c'est parti des réseaux sociaux sans que la communauté béninoise vivant à Lambaréné n'ait elle-même dénoncé un quelconque traitement qui lui aurait été infligé par les autorités gabonaises de mauvais traitements. Monsieur Pambo, encore une fois, l'image montrant la population béninoise établie dans le Moyen Ogooué en train de défiler lors du 17 août à Lambaréné, n'est-ce pas, montre bien qu'il faut se garder d'accorder trop d'importance aux réseaux sociaux. Autrement dit, la diplomatie des réseaux sociaux n'est pas forcément une diplomatie productive. Elle peut s'avérer contre-productive, surtout lorsque l'on sait que les réseaux sociaux font feu de tout bois. N'est-ce pas, qu'il s'agisse des bois humides, des bois trempés et des bois secs. Et souvent, la flamme ne prend pas. Tant mieux que les autorités de Cotonou aient compris que la diplomatie des réseaux sociaux est contre-productive et qu'il faut se garder, n'est-ce pas, de lui accorder une trop grande importance. Maintenant, si vous permettez, notre sujet du jour, qu'est la géopolitique, encore une fois, notre pays... Ce sera votre conclusion. Encore une fois, notre pays ne peut pas se passer d'une politique, n'est-ce pas, de représentativité institutionnelle des territoires. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'avec la proclamation de la fin de la géopolitique, autrement dit au rabais, le président de la République met en perspective la géocompétence, parce que quelles que soient les compétences que l'on prendra, elles sont forcément originaires des différentes localités de notre pays. Et donc, elles seront représentatives de ces différentes localités-là, mais elles devront intégrer la dimension républicaine pour faire passer la République au-dessus de tout. Et cette politique de représentativité des territoires, notre pays n'en a pas le monopole. Même en France, disait M. Nvoung tout à l'heure, on le voit bien lorsque un gouvernement est constitué, et je me souviens singulièrement du gouvernement de M. Lionel Jospin, par exemple, en 1997, lorsqu'ils ont mis en place le gouvernement baptisé de gauche plurielle. Il y avait là non seulement les représentants des territoires, mais il y avait les représentants de tous les partis de gauche et même de la société civile. N'est-ce pas? Seulement, ce qui diffère cette représentativité institutionnelle des territoires là-bas, à notre pays, c'est que chez nous, parfois, le fait ethnique est trop prégnant, n'est-ce pas, dans les cabinets ministériels. Le fait ethnique est trop prégnant dans les cabinets des élus, lorsque ces derniers sont appelés à élire des gens, mais que là où les institutions électives, n'est-ce pas, doivent s'inspirer, c'est du modèle qui est pratiqué, n'est-ce pas, dans la haute administration, j'allais dire militaire. Là-bas, il y a le choix, n'est-ce pas, qui est donné aux compétences comme priorité. Et c'est donc ce modèle-là qui est pratiqué au sein de l'institution militaire qui doit pouvoir inspirer, n'est-ce pas, la haute administration civile, parce que dans la haute administration civile, dans les cabinets ministériels, dans les cabinets des présidents des institutions constitutionnelles, le fait ethnique est encore trop prégnant. Et donc, avec l'annonce de la fin de la géopolitique au rabais, le président de la République veut promouvoir dorénavant la géocompétence. Merci Jean-Christian Komila. Félicien Rodrigue, et vous, votre conclusion? Oui, ma conclusion est relativement simple. Oui, le fait ethnique ici, parce que je pense ce qui est fort, le fait ethnique est encore assez présent dans toutes nos provinces. Et maintenant, pour contourner, pour essayer d'y remédier, il faut, j'insiste, il faut des hommes et des femmes qui ne sont pas attachés, qui n'ont pas été nourris à la gouvernance de la géopolitique, des gens qui sont plus ou moins détachés. Et il n'y a que des gens qui sont plus ou moins détachés qui peuvent construire, qui peuvent accompagner le président
à pouvoir réellement proposer un nouveau modèle. Les populations, les cadres, les hauts cadres, toutes les sphères décisionnelles qui ont été nourries à la géopolitique sont plus ou moins déjà eux-mêmes partie prenante de la perpétuation de la géopolitique. Or, il faut des gens qui sortent, qui en sortent, pour accompagner le président qui soulève là l'un des plus grands chantiers, je vais lui amener de son septennat, parce que c'est le grand chantier de la gouvernance. Or, vous pouvez construire des immeubles, vous pouvez construire des autoroutes, mais si au niveau de la gouvernance, ça pose problème, vous avez déjà échoué. Merci Félicien Rodrigue. Et vous, merci également à vous, Jean-Christian Kombila, d'être passé sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous, l'émission d'information du mardi sur Télé Africa. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne.